une étudiante de première année a été retrouvée morte dans sa propre chambre. Presque immédiatement, la police avait plusieurs suspects, n'importe lequel d'entre eux aurait pu être le meurtrier. Les événements ultérieurs ressemblaient à une série policière, avec des rebondissements inattendus et la vérité tant attendue obtenue grâce à un minuscule échantillon d'ADN. Dans cette vidéo, nous vous raconterons ce qui est arrivé à Jenna Verallen. Jenna Verallen est née le 23 février 1988, dans un petit village américain appelé Wimberley, au Texas. Elle avait des parents aimants, une sœur nommée Diana et une enfance insouciante et paisible. Bientôt, sa famille a déménagé dans une ville appelée Bryan, à environ 200 km de son village natal. Après avoir terminé l'école, la jeune femme est entrée dans un collège local appelé Blinn College, où elle prévoyait d'étudier pour devenir assistante juridique et espérait lier sa vie future à la jurisprudence. Elle avait de nombreux amis qui la décrivaient comme une jeune femme gentille, travailleuse et amicale. Elle avait toujours une vision positive de la vie et avait hâte de sa future carrière. Jenna s'est installée près de son collège, louant un appartement dans les Autumn Woods Apartments. Elle a également trouvé un emploi en tant que serveuse dans un restaurant local pour couvrir ses frais de logement et ne pas dépendre financièrement de ses parents. Malgré un emploi du temps chargé où elle devait combiner études et travail, Jenna passait souvent du temps avec son petit ami, Spencer Hood. Ils étaient en couple depuis l'école secondaire mais vivaient séparément, même après que Jenna ait emménagé dans un appartement loué. Leur relation durait depuis plusieurs années, bien que le couple se disputait périodiquement. Le 8 avril 2008, Jenna, âgée de 20 ans à l'époque, a terminé son service et vers 21h00 est rentrée chez elle. Comme Spencer étudiait avec elle au même collège et vivait à proximité, Jenna l'a invité à venir chez elle pour s'entraider avec leurs devoirs. Vers minuit, Spencer a dit au revoir à Jenna et est rentré chez lui. Environ une demi-heure après cela, ils ont brièvement discuté au téléphone, après quoi ils se sont souhaités une bonne nuit et sont allés se coucher. Le matin du 9 avril, Spencer a découvert qu'il avait laissé son manuel chez Jenna, dont il avait besoin pour une conférence. Vers 11h30, il est allé chez elle pour le récupérer. Lorsqu'il n'a obtenu aucune réponse à la porte, Spencer a été surpris de constater qu'elle n'était pas verrouillée. Pensant que Jenna dormait toujours, il est entré dans son appartement et s'est dirigé vers sa chambre. Cependant, il a été confronté à une vue horrifiante, Jenna était allongée sans vie sur le sol. Se rendant compte qu'elle était morte, Spencer a immédiatement couru dans l'appartement voisin et a demandé aux résidents d'appeler la police. L'enregistrement de cet appel est public. Le voisin de Jenna a informé l'opérateur qu'elle était allongée sur le sol, ne respirant pas, et la voix choquée de Spencer pouvait être entendue en arrière-plan. Les policiers arrivés sur place ont examiné l'appartement et n'ont trouvé aucun signe d'effraction forcée. La seule chose étrange était que la fenêtre de la deuxième chambre était ouverte. Les détectives ont immédiatement spéculé que le tueur aurait pu pénétrer dans les lieux par là, mais cette théorie a été remise en question en raison de la porte déverrouillée. Les enquêteurs ont immédiatement douté de la théorie d'un possible cambriolage, qui aurait pu amener le criminel à attaquer Jenna, car toutes ses affaires étaient à leur place, rien de précieux ne manquait, et son sac à main avec de l'argent et des cartes de crédit pendait juste à côté de la porte d'entrée, ce qu'un voleur aurait sans aucun doute pris. De plus, l'appartement était en ordre complet, aucun signe de lutte n'a été observé. À première vue, il n'y avait aucune preuve de la présence récente du tueur. En examinant le corps de Jenna, la police n'a pas remarqué de blessures graves, à l'exception d'un bleu sur son front et d'une lèvre mordue. Elle était allongée sur le dos, entièrement habillée, et la position de son corps semblait tout à fait naturelle. De petites gouttes de sang étaient visibles sur le col de sa chemise et sur le tapis près de son corps. Après avoir étudié le corps, les experts médicaux ont tiré plusieurs conclusions importantes. Premièrement, la mort est survenue environ 10 heures avant que Spencer ne trouve Jenna, ce qui signifie qu'elle a été tuée environ 1 heure après avoir fini de parler avec lui au téléphone. Deuxièmement, des traces de strangulation ont été trouvées sur son corps, ce qui a été la cause de la mort. Les experts ont également déterminé que le criminel inconnu n'avait pas agressé sexuellement la jeune femme. Cependant, Jenna avait essayé de se défendre, comme en témoigne la peau et le sang sous ses ongles. Tous ces échantillons ont été immédiatement envoyés au laboratoire pour essayer d'extraire un échantillon d'ADN du coupable. Bien sûr, son petit ami, Spencer, est devenu le premier suspect pour plusieurs raisons. Premièrement, statistiquement, les meurtriers s'avèrent souvent être quelqu'un de proche de la victime. Deuxièmement, l'absence de signes d'effraction forcée indiquait que Jenna pouvait connaître le coupable et l'avoir laissé entrer volontairement dans l'appartement. Lors de l'interrogatoire, Spencer a coopéré avec l'enquête et a répondu à toutes les questions. À ce moment-là, cependant, les experts n'avaient pas encore réussi à extraire un échantillon d'ADN du tueur. Par conséquent,
la police n'a pas pu vérifier l'implication de Spencer dans le meurtre. Finalement, il a été libéré, mais les enquêteurs ne se sont pas précipités pour le disculper de suspicion. Entre-temps, les amis de Jenna ont dit à la police qu'ils la chérissaient profondément et qu'il était peu probable qu'il ait causé du tort à sa bien-aimée. Ensuite, les détectives ont commencé à rechercher d'éventuels témoins. La police a interrogé les voisins de Jenna pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect la nuit du meurtre. Ils ont rapidement trouvé plusieurs jeunes qui jouaient au volleyball près du complexe d'appartements de Jenna à ce moment-là. Ils ont rapporté avoir vu un homme étrange sortir du bâtiment près de l'appartement de la jeune femme. Ils étaient surpris que cette personne ne porte que des pantalons. Les témoins ont ajouté que l'homme ressemblait à Sean Stevens, âgé de 26 ans, qui vivait dans le même complexe d'appartements. En apprenant cela, les amis de Jenna ont dit à la police un autre fait troublant. Il y a quelque temps, Stevens, qui vivait juste en face de Jenna, l'avait insulté depuis sa fenêtre. Il n'était pas tout à fait clair ce qui était derrière ce comportement, mais pour la police, tous ces faits étaient suffisants pour soupçonner le jeune homme. Stevens a été trouvé et interrogé. Il prétendait ne rien savoir du meurtre et affirmait qu'il n'avait pas quitté son complexe d'appartements cette nuit-là, encore moins qu'il se promenait nu. La police n'avait aucun moyen de confirmer ses paroles, mais sans preuve sérieuse, il a dû être libéré également. En plus de tout cela, les détectives ont étudié la possible connexion de ce meurtre avec le lieu de travail de Jenna. Cependant, ses collègues du restaurant et les caméras de surveillance ont montré que le jour de sa mort, elle n'avait eu aucun conflit avec qui que ce soit, et de telles situations ne s'étaient jamais produites auparavant. À partir de ce moment, l'enquête a ralenti. La police a continué de rechercher de nouvelles pistes, d'interroger les proches et les amis de Jenna, et à un moment donné, ils ont pu obtenir une nouvelle piste. Lors d'une conversation avec les enquêteurs, les parents de la jeune femme ont pu se rappeler des informations importantes qui pourraient potentiellement pointer vers un autre suspect. 2 mois avant le meurtre de Jenna, elle s'était plainte à ses proches d'un réparateur qui effectuait des travaux d'entretien dans le bâtiment de son complexe d'appartements. Un jour, en sortant de la douche en serviette, elle a découvert un inconnu dans son salon. Quand elle lui a demandé ce qu'il faisait dans son appartement, il a répondu qu'il pensait que personne n'était à la maison. L'homme prétendait n'avoir pas entendu la douche et être resté pour vérifier l'état de l'appartement et s'assurer qu'aucune réparation n'était nécessaire. Bien sûr, Jenna a été choquée par une telle situation. Elle a découvert que l'homme était Jeremiah Rossé, âgé de 29 ans, et a signalé l'incident au gérant de l'immeuble. La police a mené une petite expérience. Une personne se tenait à la porte d'entrée, et l'autre a allumé la douche. Le bruit de l'eau courante était très bien entendu dans le salon et même près de la porte d'entrée. Dans une telle situation, il était très peu probable que Rossé n'ait pas entendu et pensé que personne n'était à la maison. Après avoir parlé au gérant de l'immeuble, la police a découvert que Rossé avait cessé de travailler quelques jours après le meurtre de Jenna. C'était la raison de son licenciement. Tout cela semblait très suspect, et les détectives ont essayé de trouver l'homme, mais ils ont rencontré un problème. Rossé avait déménagé de son appartement, et ils ne pouvaient pas déterminer son emplacement actuel. La police a seulement réussi à découvrir qu'il avait une ex-femme et 2 enfants. Ainsi, dans cette affaire compliquée, il y avait 3 principaux suspects: Spencer Wood, Sean Stevens et Jeremiah Rossé. Pour déterminer si l'un d'eux était le meurtrier, ils devaient attendre les résultats du laboratoire, où les experts tentaient d'extraire un échantillon d'ADN. Ils travaillaient sur l'étude des particules sous les ongles de la jeune femme et des gouttes de sang sur sa chemise et son tapis. En fin de compte, les experts ont enfin réussi à extraire un échantillon complet d'ADN. La première chose qu'ils ont faite était de l'entrer dans la base de données du FBI, mais il n'y avait pas de correspondance. Cela signifiait que le meurtrier n'avait pas été condamné précédemment pour des crimes graves. Malgré cela, la police a maintenant pu faire correspondre l'échantillon obtenu avec les échantillons d'ADN des 3 principaux suspects. Le problème était seulement que leurs échantillons n'avaient pas été prélevés lors des interrogatoires initiaux. Les détectives ont essayé de les contacter et ont été surpris de découvrir que les 3 avaient quitté la ville et que leur emplacement actuel était inconnu. La police a immédiatement commencé à les rechercher. Pendant ce temps, les enquêteurs ont décidé de ne pas rester les bras croisés et d'utiliser l'échantillon d'ADN du meurtrier. Ils ont commencé à collecter volontairement des échantillons d'ADN auprès des hommes qui vivaient dans le même complexe que Jenna et travaillaient dans son restaurant. Au total, ils ont réussi à obtenir 50 échantillons d'ADN, mais aucun d'entre eux ne correspondait à celui trouvé sur la scène du meurtre. Pendant ce temps, la police a finalement réussi à retrouver Spencer, qui s'est avéré être à 3 heures de route de Bryan, chez ses parents. Le jeune homme a expliqué qu'il ne pouvait pas faire face à la mort de Jenna et avait décidé de passer du temps avec sa famille pour se distraire de cette tragédie. Il a volontairement fourni son échantillon d'ADN, qui a été immédiatement envoyé au laboratoire.
Le jeune homme a également autorisé les experts à examiner son corps pour rechercher des égratignures qui seraient sans aucun doute présentes sur le meurtrier. Après tout, des morceaux de sa peau avaient été trouvés sous les ongles de Jenna. Suite à cela, la police a réussi à localiser Stevens, qui s'était également rendu chez ses parents, à 720 km du Blinn College. Il a volontairement fourni son échantillon d'ADN, qui a également été envoyé au laboratoire. Pendant que la police attendait les résultats du laboratoire, elle devait retrouver le dernier suspect. Cela s'est avéré beaucoup plus difficile. La police a réussi à contacter l'ex-femme de Rosset, qui a partagé quelques faits troublants. Selon elle, lorsque leur mariage touchait à sa fin, Rosset avait un comportement agressif envers elle, il levait la main sur elle, la frappait et essayait de l'étrangler. De plus, il provoquait souvent des scandales, ce qui rendait impossible de vivre avec lui, et le mariage s'était terminé par un divorce. Tout cela s'est produit à peu près au moment où Jenna a été tuée. Grâce à son ex-femme, la police a pu localiser Rosset. Cela s'est produit au début du mois d'octobre, 7 mois après le meurtre. Lors de l'interrogatoire, il s'est comporté assez calmement, répondant à toutes les questions des détectives. De plus, l'homme n'avait jamais été arrêté de sa vie. Il a nié sa participation au meurtre et a volontairement fourni son échantillon d'ADN. La police a également fouillé sa voiture et a fait quelques découvertes intéressantes. Un ordinateur portable a été trouvé dans la voiture, dont le numéro de série figurait dans le rapport de vol. Quelques mois avant le meurtre de Jenna, sa voisine avait contacté la police après la disparition de son ordinateur portable de son appartement. Mais ce n'était pas le pire, la police a également trouvé des clés de plusieurs appartements dans le complexe résidentiel où il travaillait. Étant donné qu'il avait été licencié une semaine après le meurtre de Jenna, Rosset n'avait pas le droit de conserver les clés, et le gestionnaire était obligé de les confisquer. Tout cela indiquait que l'homme se livrait à des vols mineurs. Mais pouvait-il passer au meurtre de sang-froid? Pendant ce temps, les experts du laboratoire ont testé les 3 échantillons d'ADN. Il s'est avéré que le petit ami de Jenna et son voisin n'avaient rien à voir avec le meurtre, mais l'échantillon d'ADN de Rosset correspondait à l'échantillon trouvé sous les ongles de la victime. À la réception des résultats, la police a immédiatement arrêté Rosset, mais malgré la correspondance de l'ADN, il a continué à clamer son innocence. Bien sûr, cela ne l'a pas aidé en quoi que ce soit, et l'homme a été inculpé du meurtre de Jenna. Étant donné que Rosset n'était pas pressé de divulguer les détails de cette nuit-là, les enquêteurs ont élaboré leur propre version de ce qui s'était passé. Apparemment, Rosset s'est introduit chez Jenna dans l'intention de commettre un cambriolage, en utilisant une clé de sa porte. Cela aurait pu se produire dans la soirée avant 21h, lorsque la jeune femme n'était pas encore rentrée du travail. Peut-être que Rosset n'a pas eu le temps de commettre le crime prévu parce que Jenna est rentrée chez elle avec son petit ami, et le criminel a dû se cacher dans la 2e chambre, où il a attendu que Spencer parte. Il est possible que ce soit Rosset qui ait ouvert la fenêtre en espérant quitter discrètement l'appartement par celle-ci, mais cela n'a pas fonctionné pour lui. Après avoir attendu que Spencer parte et avoir entendu Jenna lui souhaiter bonne nuit au téléphone, Rosset aurait enfin pu essayer de quitter l'appartement par la porte d'entrée. 2 scénarios possibles pour ce qui s'est passé ensuite, soit il a essayé de quitter l'appartement, mais Jenna l'a remarqué en premier et, dans la panique, il l'a attaqué, soit il est intentionnellement allé dans sa chambre en planifiant de commettre un meurtre. La police a même suggéré qu'il avait tué la jeune femme parce qu'elle ressemblait à son ex-femme. Compte tenu du refus de l'homme d'admettre sa culpabilité, l'affaire a été portée en justice. L'attente du début du procès a duré de nombreux mois, comme c'est souvent le cas dans le système judiciaire de l'État. Cependant, 2 semaines seulement avant le début du procès, quelque chose d'inattendu s'est produit en décembre 2009, plus d'1 an après son arrestation. Rosset a enfin admis sa culpabilité. Il a conclu un accord de plaidoyer avec le procureur dans l'espoir de réduire sa peine. L'homme a également demandé que l'enquête n'implique pas sa famille dans le processus juridique, ses parents et ses 2 enfants issus de son ex-femme en faisaient partie. Grâce à cela, le procès a été rapidement mené à terme. S'il n'avait pas admis sa culpabilité, le procès aurait facilement pu durer plusieurs années, malgré la correspondance de l'échantillon d'ADN. En conséquence, Rosset a été condamné à 55 ans de prison. De plus, il a écopé de 5 ans de prison pour le vol d'un ordinateur portable. Le procureur adjoint a déclaré que, selon sa mémoire, c'était la peine maximale dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité. Cependant, Rosset courait un risque beaucoup plus sérieux, la peine de mort. Si l'enquête avait pu prouver que le meurtre était prémédité et planifié, Rosset aurait pu recevoir cette peine. L'homme a été placé à la prison de Rocharon, au Texas. Il ne sera éligible à une libération conditionnelle qu'en 2036. Compte tenu du fait que Rosset avait 27 ans au moment du crime, il pourrait être libéré plus tôt à l'âge de 55 ans. Cependant,
S'il purge sa peine complète, il ne sera libéré qu'à l'âge de 82 ans. Pendant le procès, il a refusé de regarder les proches et les amis de Jenna dans les yeux. Il a été conduit dans la salle d'audience en combinaison orange de prison, menotté. L'homme n'a fait qu'un signe de tête à ses parents en les saluant lorsqu'il les a vus dans la salle d'audience. Sinon, il est resté silencieux et impassible, la tête baissée. La famille de la victime avait le droit de s'exprimer devant le tribunal, en s'adressant directement au meurtrier. Les 3 d'entre eux ont profité de cette opportunité. La sœur de Diana s'est tenue dans le tribunal à 60 cm de l'auteur, en disant qu'elle espérait que José prendrait conscience de l'acte terrible qu'il avait commis. Elle a promis de prier pour lui et croyait qu'un jour, elle pourrait pardonner à l'assassin de sa sœur. La mère de Jenna doutait que José regrette ses actes. Elle a fait en sorte que le meurtrier la regarde droit dans les yeux et a déclaré avec une conviction ferme qu'il ne serait jamais capable de comprendre pleinement l'horreur qu'il avait infligée à leur famille. Le père de Jenna n'avait pas l'intention de prendre la parole lors du procès, mais il a changé d'avis au dernier moment. Il a promis de se rendre dans n'importe quelle prison où José serait placé pour dire à tous quel monstre il était. Il a également exprimé sa volonté d'assister à l'audience dans 27 ans lorsque José demandera une libération conditionnelle. De plus, les parents de Jenna ont intenté un procès contre le propriétaire du complexe résidentiel. Ils étaient convaincus que les paroles de leur fille n'avaient pas été prises au sérieux lorsqu'elle s'était plainte du comportement de José à son superviseur. De plus, les clés de José n'ont pas été confisquées après son licenciement, ce qui indiquait la négligence du gestionnaire. Les parents de Jenna étaient convaincus que leur fille serait encore en vie si ses plaintes avaient été prises au sérieux et que l'attention avait été portée au comportement inapproprié de José. La seule chose qui reste encore floue à ce jour, ce sont les motifs exacts de José. Malgré ses aveux du meurtre, il a refusé de révéler les raisons de ses actes. En tout cas, cela n'a plus d'importance. Sa culpabilité est évidente, et il mérite de passer la majeure partie de sa vie en prison. Donnez votre avis sur cette histoire et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée.